Monsieur le Président de l'affaire Genève, Monsieur le Président du Grand Conseil, Monsieur le Procureur général, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus fédéraux, cantonaux et communaux, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est vraiment un grand plaisir que celui de m'adresser à vous ici ce soir, vous qui représentez le tissu économique genevois dans toute sa richesse, dans toute sa variété. Dans les fonctions qui sont les miennes depuis bientôt 4 ans, je n'oublie pas ce qu'est le quotidien des entreprises et de ceux qui en ont la responsabilité. Bien au contraire. Comme en témoigne la présence de 5 de mes collègues ici ce soir, 3 sont déjà ici, 2 vont nous rejoindre, Madame Anne-Emery Toracinta, Monsieur Mauro Poggia, Monsieur Luc Bartassa, Monsieur Pierre Maudet et Monsieur Antonio Gers, ainsi que de notre chancelière, c'est l'ensemble du Conseil d'État qui en est conscient. Je tiens donc, au nom de ce Conseil d'État, à vous dire toute notre reconnaissance. Depuis 2 ans et demi, en particulier depuis une certaine décision de la BNS, nous vivons dans un contexte plutôt morose. Malgré cela, l'économie genevoise manifeste une résilience et une capacité d'adaptation tout à fait remarquable. Il y a certes des secteurs qui souffrent, particulièrement ceux exposés à la force de notre monnaie, comme par exemple le commerce de détail. Par ailleurs, il y a eu d'importants mouvements de réorganisation dans certains grands secteurs qui ont su et qui ont dû faire face à des changements internationaux et qui ont dû s'adapter, comme la banque et la finance. Mais globalement, si nos entreprises ont su traverser ces années difficiles, c'est grâce à l'amélioration de leur productivité, rendue possible par leurs compétences, leur flexibilité et leur force d'innovation, et par la contribution de leurs collaborateurs également. Nous avons donc pu, ou plutôt vous avez pu éviter une détérioration majeure de notre tissu économique. De plus, un certain rééquilibrage s'est produit ces dernières années entre les 3 piliers centraux que sont le secteur financier, l'horlogerie et le négoce des matières premières. Et quand je parle de piliers, je parle bien évidemment des emplois, mais aussi des recettes fiscales. Au cours de ces 10 dernières années, la part de l'horlogerie dans ces recettes fiscales a doublé pour passer de 11 à 22 %. Celle du secteur financier, en revanche, a chuté de 42 à 28 %, alors que, s'agissant du commerce et du commerce de gros et du négoce, celle-ci, cette part est restée stable à environ 17 %. Il y a 10 ans, certains évoquaient un risque de monoculture bancaire avec les périls que cela pouvait comporter. Peu après, d'ailleurs, éclatait une grave crise financière mondiale avec les conséquences que l'on connaît. Aujourd'hui, la situation apparaît beaucoup plus diversifiée et donc plus équilibrée, surtout si l'on y ajoute l'apport très dynamique d'autres secteurs importants comme la chimie ou des domaines de pointe comme les technologies de la santé. Et bien sûr, si on ajoute également le riche tissu de PME locales dont vous êtes nombreux ce soir à assurer la représentation et qui contribuent largement à l'homogénéité du système, tant sur le plan économique que sur le plan social. La crise financière de 2008 avait non seulement affecté les banques, mais également les autres entreprises, en particulier celles qui étaient tournées et qui sont toujours tournées vers l'extérieur, comme une part importante de notre économie. Des entreprises qui, dans la foulée, ont dû faire face à la hausse endémique du cours de notre monnaie, et puis, dès janvier 2015, on s'en souvient, à son envolée suite à la décision de la BNS. L'évolution a été brutale pour nos secteurs exportateurs et pour ceux qui sont exposés aux achats transfrontaliers. Se souvient-on seulement qu'il y a 10 ans, 1 euro équivalait presque à 1,70 franc. Eh bien, malgré ces aléas majeurs, mesdames et messieurs, nos entreprises ont été loin de baisser les bras. Elles ont au contraire redoublé d'efforts pour améliorer leur productivité et la qualité de leurs produits et de leurs services. Aujourd'hui, grâce à ces efforts, elles devraient pouvoir tirer profit d'un revirement favorable de la conjoncture tel qu'il semble s'esquisser, en particulier grâce à la baisse, à l'affaiblissement en tout cas de notre monnaie, que l'on espère durable. Au niveau social, le taux de chômage est resté stable, malgré les à-coups. C'est positif, bien sûr, mais le nombre de chômeurs n'a hélas
pas diminué, malgré une création très importante d'emplois. Et là aussi, il reste des efforts à faire. L'État a pris ses responsabilités dans ce domaine en faisant appel à chaque fois que cela était possible, que cela est possible, aux chômeurs de notre canton. Vous savez, notre collègue Mauro Poggia, ici présent, sensible à cette question, comme l'est l'ensemble du Conseil d'État. Et je sais que vous l'êtes également. Alors, n'hésitez pas et agissez dans le même sens à chaque fois que cela est possible et indépendamment des dispositions fédérales à venir. J'en termine avec les constats en observant avec satisfaction que les impôts provenant des entreprises, s'ils subissent actuellement un certain tassement, n'ont heureusement évidemment pas connu la chute que l'on aurait pu redouter. En tout cas jusqu'ici, et il faut évidemment s'en réjouir. Dans ce contexte, que doit faire l'État? Quel est son rôle? J'en vois trois. Le premier, c'est un rôle de régulateur sur le plan social, en soutenant en particulier les demandeurs d'emploi locaux et leur facilitant la réinsertion. En ciblant mieux également sa politique d'aide envers les personnes qui en ont le plus besoin. L'aide sociale ne doit être ni une fatalité, ni une finalité, et nous devons encourager concrètement le retour à la vie active de chacun, pour le bien des personnes concernées et pour le bien des finances de l'État. Et nous devons pouvoir le faire avec la collaboration active des entreprises. Le deuxième rôle de l'État, c'est celui de catalyseur, en apportant sa part de stimulation à l'économie locale. Cela est fait en particulier par le biais des investissements publics. Je vais y revenir dans quelques instants. Et enfin, l'État doit jouer un rôle d'anticipation en mettant en place des conditions cadres durablement propices à notre prospérité. Cela passe, par exemple, par un système de formation de qualité, en particulier un renforcement de la formation professionnelle à laquelle, d'ailleurs, travaille notre collègue Anne-Emery Torasanta. Cela passe aussi, comme l'a présenté hier mon collègue Pierre Maudet, par un soutien politique à l'industrie genevoise, on l'a vu dans cette campagne par le biais de cette vidéo. C'est un secteur essentiel de notre économie dont nous sommes fiers. Cela passe également par une réponse spécifique aux besoins de certaines entreprises à la recherche de compétences très pointues, en demandant, comme ça a été fait aujourd'hui en collaboration avec les cantons de Bâle-Ville et de Zurich, de rétablir des contingents suffisants de main-d'œuvre en provenance d'États tiers. Et cela passe évidemment, bien entendu, par l'indispensable réforme de l'imposition des entreprises qui doit assurer la compétitivité de notre canton et préserver l'emploi dans un cadre légal, sûr et transparent. L'État doit aussi faire sa part d'efforts d'efficience et démontrer, comme les entreprises, sa capacité d'adaptation. Nous avons pu, en tout cas jusqu'ici, je crois, gérer convenablement nos finances publiques, en tout cas depuis le début de cette législature. En 2014, 2015 et 2016, nos comptes ont été globalement équilibrés et ils ont même été légèrement excédentaires sur les 3 années, malgré un contexte, comme pour les entreprises, passablement difficile. Au niveau des charges, nous avons pu réduire sensiblement les dépenses qui sont sous le contrôle du Conseil d'État. Nous avons ainsi pu réaliser des économies récurrentes importantes de plus de 300 millions par année, sans pour autant dégrader les prestations à la population. Et cela nous a permis de faire face, en tout cas jusqu'ici, à l'importante augmentation des dépenses obligatoires, notamment en matière sociale. Mais nous avons encore une marge de progression, c'est certain, et nous devons travailler avec détermination. Certains nous disent qu'aller plus loin reviendrait à baisser le niveau de certaines prestations qui sont à un niveau objectivement élevé en comparaison avec les autres cantons. Peut-être, mais je pense que cela devrait être possible dans certains domaines au moins. Mais sommes-nous prêts à cela? Il suffit de penser aux votations sur les tarifs des TPG pour avoir quelques doutes. À l'avenir, plus que jamais, la responsabilité des élus politiques sera déterminante pour réformer, pour expliquer et pour convaincre. Je voudrais revenir, comme promis maintenant, sur la question des investissements, qui est très importante. Les investissements ont pu être autofinancés ces deux dernières années. Et la dette cantonale, dans la même période, a diminué de près de 1 milliard de francs.
Il y a une dizaine d'années, alors que les entreprises devaient affronter la crise mondiale que j'évoquais tout à l'heure, le Conseil d'État a fait un choix politique fondamental, celui de relever le niveau des investissements publics, afin de rattraper des retards qui avaient été pris lors de la décennie précédente ou des décennies précédentes en matière de maintien et de création d'infrastructures. Des infrastructures qui sont nécessaires au développement du canton, nécessaires à son développement économique. Quelques chiffres pour illustrer cet effort. Au cours de ces dernières années, nos dépenses d'investissement ont atteint en moyenne 630 millions par année. Et à titre de comparaison, à la fin des années 90, ces dépenses étaient presque 2 fois moins élevées. Entre 2006 et 2016, ce sont presque 7 milliards de francs qui ont été investis au total et l'ont été dans des infrastructures majeures, comme les lignes de tram, comme le Léman Express, le CEVA, ce chantier du siècle mené sous la houlette de notre collègue Luc Bartassa, qui va, dès 2019, à n'en point douter, considérablement changer, voire même révolutionner la manière de se déplacer dans notre région au profit de ses habitants et de son économie. Mais il y a aussi eu un nouvel hôpital, une nouvelle maternité, des bâtiments universitaires, des bâtiments pénitentiaires et j'en passe. Si ce choix n'avait pas été fait à cette époque, notre dette serait certainement moins élevée, probablement quelques milliards de moins. Mais nous aurions fait preuve, le cas échéant, de manque de responsabilité face à l'avenir. C'est donc un choix clairement politique qui a été fait, car nous avons la responsabilité, l'État a la responsabilité de créer un cadre performant pour la société et pour l'économie de demain. Nous continuerons donc à investir de manière importante, mais je me dois de rappeler que nous ne pouvons pas tout faire, en tout cas pas tout faire tout seul. Nous devons avoir le courage et l'humilité de le reconnaître. C'est pourquoi il faudra faire des choix d'investissement cohérents et réalistes et trouver des financements complémentaires. Le niveau actuel de notre dette, même si celle-ci a baissé, nous l'impose. Ces arbitrages en matière d'investissement devront s'accompagner d'une poursuite des efforts sur les charges de fonctionnement, car nous savons que les années à venir seront difficiles pour les finances publiques. L'équation n'est pas facile à résoudre, mais elle est pourtant simple. Si les rentrées fiscales continuent à se tasser, tandis que les dépenses continuent à être impactées par des augmentations structurelles, comme par exemple dans le domaine social, eh bien, on aura des problèmes, et même des gros problèmes. Je ne vous cache pas que la préparation du budget 2018, que nous présenterons dans 2 semaines avec mes collègues, a été un exercice particulièrement ardu, malgré une rigueur au niveau des dépenses, celle que le Conseil d'État peut contrôler en tout cas. Et malgré un intense travail d'arbitrage, le résultat ne sera, hélas, guère réjouissant. C'est une évidence, dans plusieurs domaines, des réformes structurelles seront nécessaires, car nous avons à faire face à des enjeux majeurs qui vont inévitablement impacter nos finances cantonales dans les années à venir. Je pense à l'assainissement incontournable de la caisse de pension de l'État. Il faut effectivement remettre l'ouvrage sur le métier après la réforme de 2012. Qui va représenter un coût important, quelle que soit la formule qui sera retenue. Et naturellement, je pense à la réforme de l'imposition des entreprises, et je conclurai mon intervention par là en vous indiquant quelques éléments à ce sujet. C'est un dossier essentiel, je le répète pour la 3e fois, qui, en cas d'échec, aura des conséquences sociales et financières autrement plus importantes que le manque à gagner temporaire qu'elle va occasionner cette réforme pour les caisses publiques. Permettez-moi donc de vous dire où on en est avec cette réforme. Où on en est en particulier après le refus, après le vote, l'échec du projet fédéral devant le peuple le 12 février dernier. Immédiatement après ce scrutin, nous avons tout fait pour relancer le dossier. Et cela a marché. Comme l'a indiqué le président de l'affaire Genève tout à l'heure, le Conseil fédéral a constitué un organe de pilotage dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Et nous avons cherché à dégager une nouvelle solution plus consensuelle, plus équilibrée que celle qui avait été soumise au peuple et qui avait été refusée pour ce que l'on appelle maintenant effectivement le projet fiscal 17 ou PF17. Notre comité de pilotage a fait des propositions au Conseil fédéral qui en a retenu l'essentiel. Un nouveau projet sera mis en consultation d'ici quelques jours. Et si tout se passe comme prévu, la réforme entrera en vigueur ou pourra entrer en vigueur en 2020. Sur le plan fédéral, nous avons aujourd'hui un bon projet,
un projet qui se rapproche fortement de notre projet cantonal. Nous avons pu exercer une certaine influence sur ces travaux en faisant mieux connaître notre approche, une approche pragmatique et équilibrée. Notre projet pour Genève reste donc une base solide et raisonnable pour la mise en œuvre cantonale de cette grande réforme. Nous sommes décidés à aller de l'avant. Nous sommes prêts et nous serons dans les temps. Mesdames et messieurs, oui, nous aurons au cours de ces prochaines années des difficultés pour maintenir nos comptes à l'équilibre pour les raisons que je viens d'indiquer. Oui, notre niveau d'endettement risque de remonter et nous serons très probablement amenés à faire des choix. Mais en même temps, et c'est un message d'optimisme que je voudrais vous adresser, je suis persuadé que nous récolterons les fruits de tout le travail qui a été effectué ces dernières années. Je pense au très gros effort qui a été fait en matière d'investissement dans les infrastructures. Ça profitera forcément à l'économie et à nos concitoyens. Je pense aux efforts accomplis pour rendre l'État plus efficient, un travail qui doit se poursuivre. Je pense enfin à la mise en œuvre de la réforme d'imposition des entreprises qui dopera la compétitivité de notre économie, qui stimulera l'emploi et qui stimulera également, par conséquence, les recettes fiscales. De la même façon que vous, avec vos entreprises, avez su puiser des forces dans les difficultés auxquelles vous avez dû faire face ces dernières années, je crois que le secteur public peut et doit, lui aussi, ressortir mieux armé des périodes difficiles. Je tiens à vous remercier sincèrement de vous investir comme vous le faites au sein de vos entreprises, quotidiennement, de vous battre pour les développer, les faire prospérer, pour créer et pour maintenir des emplois. J'ai l'intime conviction qu'en collaborant ensemble, comme nous savons très bien le faire, nous pouvons offrir à ce canton un cadre de vie stimulant et durablement porteur d'espoir. Merci de votre attention et très bonne soirée.